Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. Et ce soir je recevrai une délégation de la Chambre des métiers d'artisanat de Guadeloupe avec qui on parlera des formations, contrats d'apprentissage. Ce sera après la coupure pub de 19, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le lundi 18 septembre 2023 et on fait un retour pour commencer sur le faux départ du 70e Run Trophy à Goyave. Les 60 coureurs engagés ont refusé de prendre le départ suite à l'éviction du pilote Josias Attil. Ce dernier a été sanctionné pour avoir posé un sticker dénonçant le manque de transparence financière, des détournements de fonds et autres manipulations de la réglementation au sein de l'association sportive automobile de Guadeloupe. Le reportage d'Olivier Félix. J'ai décidé de mettre en avant quelques revendications. J'ai décidé tout simplement de dénoncer certaines choses qui se faisaient à Lazare Archipel. Okay? Ça a forcément mal été pris par l'organisation et ils ont décidé de me mettre hors course, donc de me disqualifier. Okay? Et le seul recours que j'avais, c'était de faire une réclamation avec un chèque de 1 500 €. Donc j'ai fait part aux différents pilotes qui ont suivi le mouvement d'arrêter la compétition si ils ne me laissaient pas courir. Et comme l'organisation a décidé de ne pas me laisser courir, donc la course s'est arrêtée tout simplement. On trouve que c'est un comportement antisportif. À partir de là, il y a des décisions, les textes disent qu'il doit être mis hors course, ou il est disqualifié, j'oublie le bon terme. Et il y a eu un mouvement de contestation des pilotes. Pour apaiser un peu les choses, nous, la direction de course, un collège, on lui a demandé de revenir un peu sur on revient un peu sur cette décision en lui disant soit il enlève dans les 2 minutes les inscriptions qui sont collées sur le véhicule et à partir de là, on lève les sanctions. Mais par rapport à les mouvements, le temps est parti. On doit réouvrir la route à 17h30. Nous sommes obligés de clôturer même si les choses sont partiellement réglées, nous sommes obligés on ne peut pas reprendre la manifestation parce qu'on a plus de 60 pilotes et le temps est trop réparti. Le temps de montage et de démontage est impossible pour pouvoir continuer la manifestation. Donc là, à partir de là, certains pilotes sont venus pour dire qu'ils veulent discuter par rapport aux spectateurs qui se sont payés un droit d'entrée, pour dire que ce n'est pas la faute de l'organisation, c'est surtout par rapport au mouvement qui est ça. Donc après, nous allons prendre les leçons de tout ça et peut-être faire une gratuité sur la prochaine course, je ne sais pas. Et retour sur cet événement avec Olivier Félix en plateau. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Oui. Alors est-ce qu'on peut dire que la situation est revenue à la normale dans le milieu du sport automobile après cet incident ? Pour le moment, on ne peut rien dire puisque l'événement s'est passé hier. Pas de solution trouvée pour l'instant ? Pour la reprise ? Pour le moment, on ne peut pas encore parler de reprise. Je pense qu'il y aura une éventuelle rencontre qui devra être faite entre les pilotes et l'organisation puisque tout le monde a vu, tout le monde a lu ce qui était porté sur la portière du véhicule du concurrent. Donc, partant de ce principe-là... Comment les faits se sont passés ? Est-ce qu'il est arrivé avec le véhicule ? Tout le monde l'a vu arriver avec un véhicule, avec ce sticker justement sur le détournement de fonds au sein de l'association ? Alors, non, visiblement, il n'est pas arrivé avec le sticker sur le véhicule. Le sticker, ça a été posé avant une montée, visiblement la dernière montée, avant la pause de l'après-midi, la pause méridienne. Et donc, du coup, ensuite, à l'issue de la montée, il a été convoqué par le collège de l'organisation de course, qui lui aurait stipulé que, il y a une décision qui va être prise par rapport à cette atteinte, puisque ça a visé directement l'organisation de course ainsi que le directeur de course. Donc, du coup, partant de là, il y avait un laps de temps qui devait être mis en place pour pouvoir prendre cette décision.
Et à l'issue de cette décision, comme il a dit, la décision est tombée, donc on lui a demandé de ne pas courir, de ne pas prendre le départ, ainsi que s'il veut porter réclamation, d'apposer un chèque de 1 500 €. Compliqué sur le coup. La décision était compliquée à accepter. Donc quand les autres pilotes ont eu vent de cette décision, on a eu la réaction des pilotes qui n'a Donc pas... soutien massif pour José Satil? Un soutien qui était plus que massif, puisque beaucoup de pilotes sont montés au créneau. Après, il y a eu une tentative de médiation avec l'organisation. Il y a il y a un pilote qui a pris à sa charge. Il a été voir l'organisation en leur demandant d'annuler justement cette sanction vis-à-vis de ce pilote, chose qui a été faite, puisque l'organisation est revenue sur la décision et a demandé au pilote, justement à l'issue de ça, de retirer le sticker. Dans un délai de 2 minutes. Ce qui a été fait. Qui a été fait. Et vu, comme l'organisateur l'a dit, vu le temps qui restait après, parce qu'il y a un délai pour pouvoir ouvrir la piste, donc tout démonter pour pouvoir permettre la réouverture de la route, malheureusement, il n'y avait plus assez de temps. Donc là, c'est le public qui était très mécontent. Visiblement, il y a certains qui se sont fait rembourser sur le champ. Il y a d'autres, je ne sais pas s'ils ont pu se faire rembourser. D'où le fait que, justement, l'organisateur est à tâtons, à savoir s'il va avoir une gratuité pour la prochaine manifestation qui est normalement prévue le 19 novembre. Donc, on attend. On verra bien quelle décision qui sera prise à l'issue de ça, quoi. Merci beaucoup, Olivier, en tout cas pour ce point complémentaire sur la situation en ce moment au sein de l'association sportive automobile de Guadeloupe. On avait déjà entendu des petits soucis, c'était l'an dernier, mais visiblement ça éclate là pour le coup. Visiblement. Et on enchaîne, on parle de la rentrée, puisqu'à l'occasion du lancement des évaluations nationales des classes de CM1, la rectrice d'académie s'est rendue au groupe scolaire Guy Cornély aux Abîmes. Le reste en images. Aujourd'hui, la rectrice est venue dans notre école pour assister en fait aux évaluations nationales de CM1. Alors il était important pour moi de participer à ces nouvelles évaluations qui sont mises en place pour aujourd'hui en CM1, donc dans ce groupe d'écoles élémentaires. Et ça permet de voir comment les équipes travaillent également, comment elles s'emparent de ces évaluations pour mettre en place les pistes de remédiation en fonction des besoins spécifiques de chaque élève. Ce sont des évaluations nationales, elles existent depuis un certain temps pour le CP et le CE1. Elles sont toutes nouvelles pour le CM1 puisque c'était des évaluations académiques précédemment. Donc elles mesurent en fait le niveau de compétence au niveau du socle commun de chaque élève. C'est dès le départ qu'on évalue les compétences lexicales, notamment des enfants, leur connaissance en termes de vocabulaire, parce que c'est là-dessus qu'on arrive à construire à la fois pour l'expression, pour la lecture, pour l'écriture. C'est-à-dire toutes les compétences se basent déjà sur ces fondamentaux qu'ont les élèves, mais plus ou moins selon leur famille, selon le contexte social dans lequel ils vivent. Et effectivement, les équipes sont très mobilisées pour les accompagner sur ces sujets. Ça nous donne des indicateurs en fait entre les élèves qui sortent de la grande section du CP, du CE1. En fait, ça nous permet de suivre une cohorte jusqu'au CM1, voire pour les évaluations 6e. D'ailleurs, il y a des nouvelles évaluations qui sont sorties au niveau du collège en 4e. Donc ça donne des indicateurs de performance au niveau de l'acquisition des compétences des élèves. J'ai échangé avec le directeur, avec des équipes également, une partie des équipes, puisque les autres évidemment sont mobilisés, mais c'est pouvoir vraiment déterminer la manière dont ils envisagent de travailler à partir des analyses qu'ils vont faire des évaluations, et notamment en travaillant sur des groupes de besoins des élèves, puisque c'est une grande école, et ça permet de travailler sous ce modèle-là. Rectrice qui, mercredi dernier, recevait les syndicats pour faire un point sur la rentrée. Selon elle, seuls 25 professeurs manquent à l'appel dans l'académie, un chiffre largement contesté par le FAEN-SNCL qui dénonce un manque d'enseignants dans toutes les matières et quasiment tous les établissements de l'archipel. Regardez. Nous réunissons nos collègues, correspondants, adhérents et sympathisants
au sein de notre trajet de rentrée. Bilan, comme vous le pensez, pas très positif, puisque vous avez eu à constater que depuis le début de l'année, dans tous les établissements, il manque des profs, dans toutes disciplines confondues. Donc, c'est pas sans, comment dirais-je, il y a un petit lien entre les 106 suppressions de postes auxquelles nous avons dû assister pour cette rentrée 2023 et bien évidemment les postes qui manquent en maths, en physique, en chimie, en anglais, dans bon nombre d'établissements. Alors, la rectrice nous a reçus mercredi dernier et pour nous présenter son bilan à elle, vous pensez bien que nous ne sommes pas tombés d'accord, puisque le premier chiffre qu'elle a avancé était qu'il manquait 25 profs dans l'académie. Et lorsque nous avons mis sur la table, effectivement, par établissement, tous les postes qui manquaient, elle a été obligée de revoir sa copie. Donc voilà un bilan négatif en termes de postes, mais on s'y attendait. Problématique à l'expatriation des enseignants guadeloupéens, c'est son problème qui est récurrent. Chaque année, nous avons goumé pour des gens qui souvent fois qui trouvé contractuel pendant plusieurs années, qui rendent service à l'académie là, des fois jusqu'à 10 ans. Donc ils ont contractuel chaque année, ils ont travail. Depuis ils voient essayer tirer pied à eux en vieux soulier, passer un concours pour rendre une situation à eux plus certaine, eh ben ils ont trouvé muté en France. Et ça a une de plus en plus raide de maintien en Guadeloupe alors que nous besoin ici dans côté jeunesse en nous parce que quand il est là même pour faire stage à eux, ils ont envoyé en France. Mais nous sommes aussi en grande difficulté parce que nous avons un ministère qui travaille à coup d'injonction et qui ne prend pas en considération les difficultés que nous rencontrons et donc qui ne met pas en place justement tous les dispositifs nous permettant d'appréhender au mieux cette rentrée scolaire. Et donc oui, ce gouvernement n'a pas tenu ses promesses. Nous sommes toujours en grande difficulté parce que nous n'arrivons pas à recruter. Tout simplement parce qu'on veut faire passer absolument la revalorisation salariale par travailler plus pour gagner plus. Je rappelle qu'un enseignant, c'est pratiquement 42 à 45 heures de travail par semaine. Et aujourd'hui, pour qu'on puisse effectivement avoir l'ensemble des enseignants devant les élèves, il faut une vraie revalorisation. Et pour nous, à la FSU, c'est 300 € de revalorisation salariale immédiatement. Et on enchaîne avec cette bonne nouvelle pour le Nord-Basse-Terre, à savoir que la déchetterie de Jola à Lamentin rouvre ses portes au public. Une ouverture anticipée avant la fin de la réhabilitation du site. Regardez. La déchetterie de Jola est la première déchetterie qui a été construite sur le territoire de la CNBT. Et cette déchetterie commençait à prendre un petit peu un coup de vieux, comme on dit. Donc il fallait la réhabiliter. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais compte tenu de la pression, de la production des déchets que l'on constate régulièrement. Donc nous avons anticipé l'ouverture puisque nous sommes à peu près à 90% des travaux réalisés. Donc nous avons anticipé cette ouverture de la déchetterie de façon à permettre aux habitants de ce secteur, Lamentin, Sainte-Rose, de pouvoir venir amener leurs déchets comme ça se faisait par le passé. Bien évidemment, il reste quelques travaux à terminer. Mais d'ici là, on va pouvoir quand même fonctionner. Des fois, on va passer là, on va regarder des ordis, que les gens foutent tout partout en Bochi. Mais en route, ils sont commencés là, si vous voulez l'État, mais ça, c'est pas normal. Et même si ça là, on n'a qu'à faire ça quand même. Même si ça là, on n'a qu'à faire ça quand même. Et ça, c'est pas bien. C'est surtout pour le pays là. Et pour les générations qui viennent derrière. Il y a les gens qui disent la Guadeloupe est sale, mais c'est même ces gens-là qui salissent. Ouais. Ouais, même tout près là, il y a beaucoup d'audio là, on ramasse tout le temps, mais c'est ça. Hein, parce que la Guadeloupe devait être belle et propre. Mais bien qu'il y a des charges, il y a tout, mais les gens jettent ça toujours. Même dans les machins au bord de la route, même dans les cannes, et les gens jettent ça. Hein. C'est vrai, les carottes, choux, tout. Et pourtant, il y a des choses. S'il n'y avait pas des déchetteries, les gens auraient dit « Ah ouais, il n'y a rien, alors nous sommes obligés de jeter partout. » Mais maintenant, il y a des choses. On ne va pas marcher les gens ne vont pas s'améliorer, c'est comme ça. Puis chez vous, les gens, essayez de trier chez vous tout ce qui est bouteilles en plastique, bouteilles en verre, métaux, carton. Comme ça, arrivé dans la déchetterie, vous n'aurez pas tout ça à courir à gauche, à droite pour trier. Vous savez, depuis chez vous, c'est trier, vous allez perdre moins de temps parce que les gens, ils arrivent là, ils arrivent toujours pressés. Tu viens dans une déchetterie, c'est pas pour être pressé. Question d'habitude, ça va aller tout seul après. Et ici, c'est pas une décharge. Les gens croient qu'une déchetterie, c'est une décharge. C'est une collecte de tri ici. Tout ce qui est ordures ménagères, qui a de la nourriture dedans, on ne prend pas. Parce que les gens croient qu'ici, c'est une déchetterie. C'est une décharge, c'est pas une décharge.
Une décharge, il faut aller à la gabarre. Mais ici, c'est une collecte de tri. On collecte tout ce qui est tri et pour rediriger dans les centres pour trier après. Et maintenant, parlons de la semaine de la mobilité. Et à cet effet, j'accueille Alain Fautra, président de Guadeloupe Mobilité. Bonsoir, monsieur Fautra. Bonsoir. Il est en présence de Willy Moula, gérant de la société CAR, qui a obtenu donc le 4e lot de Guadeloupe Mobilité. Bonsoir, monsieur Moula. Bonsoir aux auditeurs de Canal 10 à la Guadeloupe. Alors, on va déjà commencer par présenter Guadeloupe Mobilité. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Guadeloupe Mobilité, c'est le regroupement en fait de tous les mandataires. Donc, suite au marché d'appel d'offres que la région a lancé l'année dernière, au mois de novembre, il y a 4 lots qui ont été attribués, qui en fait regroupent l'ensemble du territoire guadeloupéen. Et donc, avec un mandataire par lot. Donc, le lot 1 pour le Nord Grande Terre, le lot 2, dont je suis le mandataire avec la société CGTS sur le Nord Basse Terre, le lot numéro 4, représenté ici par M. Moula, et le lot numéro 3, qui est représenté par monsieur... Voilà, tout à fait. Donc voilà, sur l'ensemble du territoire. Et donc on s'est regroupé en association pour parler d'une seule et même voix, puisque effectivement trop longtemps les transporteurs étaient divisés. Et donc la nouvelle génération de transporteurs a souhaité changer la donne et faire en sorte que les donneurs d'ordre puissent avoir un seul et même interlocuteur et qu'on puisse parler tous d'une même voix pour avancer sur le transport en Guadeloupe. Donc regroupement stratégique, j'ai bien entendu votre découpage, il y a une petite chose qui me taraude, et Marie-Galante, et les îles du Sud. Alors, effectivement, il y a cette problématique des îles du Sud, mais qui n'a pas été prise en compte, on va dire, par cet appel d'offres. Donc il y a évidemment du transport sur les îles du Sud. Je pense que lorsqu'il y aura un syndicat unique, parce que c'est la volonté de l'autorité régionale d'avoir un syndicat unique dans les années qui viennent, l'ensemble du territoire sera pris en compte, ainsi que les îles du Sud. Mais c'est vrai que sur ce marché spécifiquement, il n'y avait pas d'attribution pour les îles du Sud. Est-ce que la coopération se passe bien? Très bien. Aujourd'hui, nous sommes vraiment dans une dynamique de développement et surtout de savoir-faire pour pouvoir... Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est là pour déplacer la population. Donc, leur donner un service régulier, de qualité. Et pour ça, si on parle de la même voie, qu'on règle les problèmes ensemble pour pouvoir avancer ensemble, ça ne peut être qu'une bonne chose pour le devenir du transport interurbain. Est-ce qu'on arrive à stabiliser déjà le transport interurbain? Est-ce qu'on est déjà plus régulier? On est plus fréquent? Alors, on n'est même pas plus fréquent. Aujourd'hui, c'est notre mode de transport. Depuis qu'on a été attributaire, nous étions dans une phase de démarrage avec la région sur le réseau. Aujourd'hui, nous sommes sur une voie de déploiement concernant le service de qualité, être ponctuel sur le réseau. Malheureusement, on dépend aussi du réseau routier. Mais aujourd'hui, il y a vraiment une nette progression dans le service qui est donné aux usagers pour pouvoir se déplacer au quotidien. Alors on voit qu'il y a une amélioration, en tout cas les pouvoirs publics essaient de mettre le transport interurbain en place. Ça prend beaucoup de temps, peut-être trop, du coup de la population aussi qui attend effectivement d'avoir ce service de qualité. Comment distinguer vos attributions de celles de Carulis par exemple? Comment vous reconnaissez-vous? Comment vous distinguez? Déjà par la couleur des bus, on va dire, puisque le service de Carulis a une identité visuelle avec des bus orange. Orange, voilà, tout à fait. Donc, marqué Carulis dessus, donc assez reconnaissable. Nous, l'identité visuelle, en tout cas, prônée par la région, c'était des bus blancs. Et donc, vous avez sur le côté des bus des visuels lignes régionales, donc 106, 103, 102, en fonction de là où on va. La population a commencé à s'habituer à cette identité visuelle et reconnaît assez facilement les bus. On a des initiatives telles que la coopérative CAR de mettre un visuel bleu sur le devant du bus qui permet de reconnaître les bus CAR même quand ils arrivent de face. Donc voilà, c'est intéressant en attendant d'aller plus loin dans l'identification. Pour l'instant, en tout cas, on est reconnaissable à cela. Donc les bus blancs. Et vous vous occupez du trafic principalement donc interurbain, donc entre les communes? Interurbain entre les communes, voilà. Il y a donc les lignes très connues, le lot 4, la ligne principale, Basse-Terre, Pointe-à-Pitre. Sur le lot 2, on est sur du DR, Pointe-à-Pitre. Le lot 3, c'est toutes les communes,
de la Côte-sous-le-Vent, Pointe-Noire, Bouillante, etc. Et le lot numéro 1, c'est le Nord-Grande-Terre, donc les dessertes Moule, Pointe-à-Pitre, Saint-François, Pointe-à-Pitre. Donc voilà, c'est des lignes qui traversent les communes. On ne va pas dans les sections, ça c'est donc on fait la distinction avec le marché urbain qui a été attribué par les communautés de communes, mais nous c'est l'interurbain. Donc le but c'est que l'urbain ramène les clients vers les grands axes et que nous sur les grands axes on traverse les communes et on ramène les clients le plus rapidement possible vers leur lieu de travail généralement. Donc moins d'attente, moins d'arrêt. Voilà, exactement. Le but c'est d'avoir un service qui soit rapide, mais bon après on dépend aussi de la circulation. Malheureusement il n'y a pas encore de couloir de bus en Guadeloupe pour avoir des heures fixes qui seraient respectées à la lettre. Malheureusement... Parce que la création d'un syndicat, oui, ça va régler une partie des problèmes, mais comme vous dites, s'il n'y a pas de couloir de bus... bon. Oui, malheureusement, on dépend énormément de la circulation. Il suffit qu'il y ait un accident à Sainte-Marie pour que les bus tous les horaires soient en retard. Il suffit qu'il y ait un petit problème sur le pont de la Boucan pour que les miens soient également en retard. On dépend malheureusement de la circulation, mais en tout état de cause, voilà, la région a mis en place un marché, on a des horaires fixes à respecter, la plupart du temps, elles le sont. On avance lentement mais sûrement, on dira. Alors, sur un Pointe-à-Pitre-Basse-Terre, on est à combien? Aujourd'hui, sur Pointe-à-Pitre-Basse-Terre, on est à 3 €. 3 €? 3 €, on est sur les... En fait, c'est du zonage qui a été mis en place par la région sur la tarification. Et sur les petits zonages, nous sommes à 1,50 €. 1,50 € et ça va jusqu'à 3 €. Est-ce qu'il y a plus de 3 €? Non, il n'y a pas plus de 3 €. Donc entre 1,50 € et 3 €. Et 3 €. Ça, c'est avant. C'est ce qu'il y a de bien aussi par rapport à la mise en place de ce marché d'appel d'offres, c'est que la région prend en compte le surplus généré puisqu'évidemment un Pointe-à-Pitre-Basse-Terre, dans les conditions dans lesquelles ils sont faits avec des véhicules neufs, avec tout ce qu'on met en place, que ce soit en termes de formation, etc., par rapport aux chauffeurs, etc., ça ne coûte pas 3 €, mais la région compense. Donc compense. À quelle hauteur, est-ce qu'on peut savoir? C'est un peu compliqué de donner des chiffres parce que depuis qu'on a démarré, nous avons démarré il y a à peu près 10 mois, au mois de novembre 2022. Aujourd'hui, nous sommes plus axés sur la fréquentation, le taux de fréquentation, exactement les chiffres, parce que pour nous, le but, c'est de pouvoir... augmenter la clientèle. Augmenter la clientèle, inciter les usagers à pouvoir se déplacer avec les autocars. Voilà. Parce que vous êtes en compétition directe avec les voitures. Oui, forcément. C'est difficile effectivement de canaliser la population sur le transport. Il faut le stabiliser. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Et maintenant, il faut arriver à faire en sorte que les gens préfèrent finalement le transport en commun. Oui. Pour cela, comme on disait tout à l'heure, les couloirs de bus sont indispensables. Ouais. Vous êtes pris dans un embouteillage. Je ne vais pas les citer, mais on les connaît tous. Si depuis Petit-Bourg, depuis Destreland, je suis dans un embouteillage et je me rends sur Pointe-à-Pitre, si je vois un bus qui prend un couloir de bus et qui traverse et qui arrive 20 minutes avant moi, je vais le voir regarder passer une fois, 2 fois, et puis le troisième jour, je vais me dire, peut-être que c'est mieux que je prenne le bus plutôt que de rester dans ma voiture. Mais effectivement, si le bus est à l'arrière, comme moi-même dans l'embouteillage... Pas trop d'intérêt. Voilà, la personne qui a sa voiture, même si l'essence augmente, même si elle vient demain à 2 €, va se poser la question de l'intérêt de prendre le bus. Question qu'elle se posera moins si, effectivement, les couloirs sont organisés. Alors 3 € en moyenne sur un Pointe-à-Pitre-Basse-Terre. Mais pour la journée de la mobilité, donc ce mercredi, ce sera 1 €. Ce sera 1 € partout sur tous les transports? Sur tout le réseau. Alors, il faut savoir que la semaine de la mobilité, c'est un événement national. Nous avons voulu participer par rapport à Guadeloupe Mobilité, qui est l'association qui représente tous les lots qui sont attributaires. Et c'est juste pour permettre aux usagers de se déplacer de manière durable. On va faire marquer un petit peu sur la journée par rapport à la transition écologique et l'énergie durable. Donc c'était pour moi qui sensibiliser à ça aussi les usagers. Et c'est la raison pour laquelle on a voulu emboîter le pas en mettant une journée à 1 € pour permettre de pouvoir vraiment marquer cette journée-là, mais aussi marquer la réorganisation aussi que nous avons aujourd'hui au niveau du transport. Donc c'est l'occasion pour les gens, peut-être ceux qui pensent justement par rapport à l'augmentation des coûts de l'énergie, peut-être laisser leur véhicule au garage un peu plus souvent et puis prendre les transports, de tester
Voilà, 1 € le trajet, 2 € l'aller-retour entre chez vous et l'endroit où vous voudrez aller. C'est valable sur l'ensemble du territoire. Donc, quelqu'un qui sort de Basse-Terre, qui veut par exemple aller sur la plage à Saint-François, ça lui coûtera 2 € aller, 2 € retour. C'est intéressant. Et donc, voilà, tester le réseau, tester les nouveaux bus qui ont été mis en place et pousser pour une meilleure fréquentation du réseau. Et c'est aussi l'occasion pour nous de faire connaissance avec nos clients. Il y aura un jeu concours par lequel les clients pourront participer par le biais d'un QR code. Ça va nous permettre aussi de pouvoir savoir qui monte dans les bus, quelle est la tranche d'âge, etc. De façon à pouvoir demain offrir un service un peu plus conséquent pour l'ensemble des clients et cibler vraiment les futures opérations qu'on pourra faire éventuellement sur le réseau. Alors on sait que les poches sont particulièrement attaquées en cette période d'inflation, donc chaque petite réduction, chaque prix compte. On voit même qu'au niveau national, justement, ils sont en train d'établir un tarif pour être transporté, par exemple, dans toute l'Île-de-France sur le mois à 50 €, je crois. Est-ce qu'à terme, on arrivera aussi à un système de carte où les gens pourront effectivement se déplacer de manière avantageuse, comme pour un parcours à 1 €? C'est prévu. L'autorité régionale nous a interrogés sur la question. Vous faites bien de nous poser cette question, puisqu'on a été interrogé il n'y a même pas 3 mois sur la question pour des propositions de tarifs d'abonnement mensuel ou annuel pour personnes âgées, étudiants, chômeurs, etc., pour que ces gens-là puissent se déplacer à des tarifs privilégiés. Et donc, c'est quelque chose qui doit être mis en place très prochainement. Je ne vais pas donner de date ici précise, puisque c'est l'autorité organisatrice qui lancera la chose et qui donnera certainement par le biais de communication les tarifs et puis la date de commencement. Mais c'est prévu incessamment sous peu que ça soit mis en place, en tout cas sur le réseau régional. Merci beaucoup en tout cas, messieurs, d'être venus sur ce plateau ce soir et pour ces explications autour effectivement donc de Guadeloupe Mobilité qui s'occupe du transport donc interurbain ici en Guadeloupe. Je le rappelle, nous avions sur le plateau donc Alain Fautra, président de Guadeloupe Mobilité, et Willy Moula, gérant de la société Car. Merci à vous, messieurs, et on rappelle aux téléspectateurs donc mercredi, tous les transports interurbains sont à 1 € le déplacement. Et il y aura une petite manifestation à la gare routière pour permettre de pouvoir laquelle discuter. Dans la matinée, quelle gare routière? Bergevin, pardon. Voilà. Pour pouvoir échanger avec les usagers, leur donner des informations, et puis s'ils ont des questions, on est là pour... Et participer au jeu à QR code aussi. Exactement. Surtout. Merci beaucoup, messieurs. Parlons maintenant de l'habitation Belleville avant de se quitter, qui est l'heureuse lauréate du loto du patrimoine. 500 000 € seront donc engagés pour la restauration de la sucrerie et du moulin. Plus de précisions dans le reportage. Ça a été une agréable surprise que la Fondation du patrimoine, en collaboration avec la FDJ et la mission patrimoine Stéphane Bern, nous sélectionne déjà parmi les 18 sites emblématiques nationaux, et notamment pour représenter la Guadeloupe au titre de 2023. Donc ça, c'était une très, très bonne surprise, et elle s'accompagne d'une participation financière à la restauration de la deuxième phase de la distillerie, participation financière qui sera dévoilée dans quelques instants à l'occasion d'une cérémonie. Ce sont les Journées européennes du patrimoine, et la Française des Jeux a tissé un partenariat avec la Fondation du patrimoine en faveur du patrimoine justement national en péril. Donc il est question aujourd'hui pour nous de contribuer de manière efficace à la rénovation de notre patrimoine. Depuis 2018, singulièrement en Guadeloupe, nous avons 12 sites qui ont bénéficié de ce budget Mission Patrimoine, en l'occurrence 6 sites emblématiques et 6 sites de maillage. Donc 126 millions d'euros ont été versé, comme je le disais, au patrimoine depuis 2018, et l'an dernier, l'édition 2022 a généré plus de 26 millions d'euros. Donc aujourd'hui, la Française des Jeux, il faut savoir qu'il n'y a pas que la mission patrimoine, mais la Française des Jeux soutient également le patrimoine en soutenant un projet tous les ans à hauteur de 500 000 €. Concernant la fondation d'entreprise FDJ, elle soutient tous les dispositifs relatifs à tout ce qui est insertion professionnelle et sociale sur les chantiers en rénovation. Là, on a restauré la première tranche. La deuxième fait l'objet, je vous en parlais, de l'intervention de la Fondation du patrimoine et du loto patrimoine.
pour avoir un ensemble cohérent entre les deux, qui sera un véritable témoignage du passé, du fonctionnement d'une distillerie et d'une sucrerie du type du Père Labat, telles qu'elles existaient au XVIIe et au XVIIIe siècle. Ça permettra aux générations actuelles de vraiment pouvoir toucher du doigt un monument dans un parfait état de conservation et de restauration pour voir ce que c'était et comment ça fonctionnait. Les propriétaires nous ont invités donc dans le cadre d'un cérémonial, dans la mesure où ils ont pu obtenir une subvention exceptionnelle déjà de 500 000 €, leur permettant de poursuivre la restauration. Donc je rappelle, c'est un bâtiment qui a été classé depuis 2019 et elle fait cette habitation la fierté de Trois-Rivières. Elle fera la fierté de la Guadeloupe très prochainement lors de son inauguration prévue pour l'année 2024. Et notez que la montagne Pelée en ce moment fait la fierté effectivement de la Martinique, puisque le président de la République l'a annoncé aujourd'hui. Les volcans et forêts de la montagne Pelée et du Piton du Nord entrent au patrimoine mondial de l'UNESCO, un trésor de beauté et de biodiversité. Bon, tous les Martiniquais et les Antillais étaient déjà au courant, mais c'est bien quand même d'informer la planète entière. Effectivement, bon, ces appellations, c'est surtout marketing, hein, a priori. C'est histoire de dire, bon, ici, on a un site d'exception à venir visiter. En tout cas, merci à vous pour votre fidélité à ce programme. Rappelez-vous que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le JT local revient demain à 18h30. Une bonne soirée à vous. Bisous tout le monde.